Bonjour. Bon, donc c'est Baptiste Courrèges qui va vous présenter ici donc, son sujet de recherche. Donc pour présenter un petit peu Baptiste, il a été donc étudiant à Bartou entre 2017 et 2019. Donc il était en PCSI puis ensuite en PSI. Donc ensuite il a intégré le magistère de Diderot, de l'université Diderot, ou magistère de Diderot, de Paris Diderot, donc à Paris. Et puis il a passé l'agrégation de physique. Et maintenant, donc, il est en thèse à l'École normale supérieure de Paris et il est aussi agrégé préparateur, donc ça veut dire qu'il prépare des futurs agrégés. Voilà. Et donc, là, je vais lui laisser la parole donc il va nous présenter ce travail sur les instabilités hydrodynamiques dans les écoulements diphasiques. Merci. Bonjour à tous. Ok. Donc, voilà, je vais parler un peu de ma thèse, avec un peu d'intro avant pour comprendre de quoi ce que je fais en thèse. Donc, je commençais par rappeler un peu mon parcours, présenter le labo, puis après vous expliquer des trucs sur la physique. Donc, j'ai fait un bac S à la Lausanne, en 65, je ne sais pas si vous connaissez. Bon. Puis je suis rentré à Bartou, j'ai fait PCSI. Quand je me suis fâché avec la chimie, j'ai fait DSI. Bon. Et puis du coup, je n'avais pas forcément envie d'être ingénieur, je voulais partir plutôt sur la recherche, donc je suis parti à l'université. Je fais le magistère de physique fondamentale à l'université Paris-Cité, qui s'appelait Paris Diderot, Paris 7, ça a changé de nom. Donc le magistère, c'est un diplôme qui se rajoute en plus du parcours licence-master de base. Donc ça s'étale sur 3 ans, vous faites d'abord votre 3e année de licence. Donc c'est une licence de physique assez générale, vous faites un peu de tout, de la quantique, de la physique, de la mécanique, de l'optique, un peu d'astro si vous voulez. Vous enrôlez plein de thèmes de domaines différents de la physique. Ensuite vous faites première année de master, toujours pareil. Et ensuite la 2e année de master, c'est là que vous vous spécialisez pour de vrai, vous faites un des parcours. En fait, il faut savoir qu'à Paris, tous les masters sont à peu près coordonnés par toutes les universités. Donc vous avez Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Université, Paris-Saclay, Université Paris-Cité, vous avez l'IX aussi. Donc c'est assez facile de changer de voie en fait. Si vous pouvez passer d'une université à l'autre, faire un parcours, il y a beaucoup de passerelles. Et donc en M2, moi j'ai étudié surtout de la cosmologie, de la gravitation, j'ai fait de la relativité générale et restreinte, j'ai étudié les trous noirs. Là je vous ai mis un petit schéma, c'est mon sujet de stage, donc c'était l'interaction entre 2 trous noirs. Bon. Suite à ça, du coup je suis allé préparer l'agrégation, donc l'agrégation physique, chimie, option physique, parce que l'agrégation physique est comme la chimie. Voilà, donc ça c'était de 2009 à 2023. Et donc après l'agrég, je suis rentré en thèse, donc au département de physique de l'ENS de Paris. Donc c'est une thèse en 4 ans, et je suis agrégé préparateur, ça veut dire que je fais en gros, à mi-temps je suis doctorant, donc un doctorant qui fait sa thèse, et à mi-temps je suis enseignant, du coup en licence à l'ENS et au centre de préparation à l'agrégation. C'est pour ça agrégé préparateur, parce que je prépare les étudiants à passer l'agrég. Et je m'occupe aussi un peu du concours d'entrée de l'ENS. En parallèle, je fais l'école. Pour ceux qui... Il y a peut-être des lycéens ou des premiers de prépa qui ont entendu parler des olympiades de physique. Donc voilà, je suis dans le comité scientifique, donc ça veut dire que je gère un peu les épreuves aussi. Donc je m'occupe des oraux aussi. Et en parallèle aussi, je suis animateur à l'Association française d'astronomie. Je fais de la physique tous les jours. Donc le labo de physique de l'ENS, c'est un des plus gros labos de l'Île-de-France. Il est dans le 5e, presque dans le centre de Paris. Et c'est un labo où il y a 6 axes de recherche. En fait, on étudie, il y a un peu tous les thèmes de physique que vous pouvez trouver. Donc vous avez de l'astro, de la biophysique, des interactions fondamentales, donc ça c'est au niveau de l'atome, les interactions entre les particules, vous avez de la quantique, de la physique. Et moi je suis dans l'équipe fluide d'interface. Donc mon équipe de recherche, voilà, donc il y a à peu près tout le monde. Donc vous avez en haut les permanents qui sont là tout le temps, et en dessous vous avez les postdocs et les doctorants qui sont là pour lui déterminer. Donc on vient un peu partout, il y a quelques normaliens, il y a Alexandros qui est grec, Nicolas qui est argentin, Flavio qui est italien, donc il y a un peu de tout. Une équipe de recherche qui a du monde, ça brasse, il y a un peu de tous les horizons. Voilà. Donc ce qu'on fait dans l'équipe, c'est la physique non linéaire. Alors, je vous ai mis des images parce que c'est un peu plus parlant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les instabilités, les transitions vers le chaos. On fait de la magnéto-hydrodynamique.
Et l'hydrodynamique, donc c'est l'étude des fluides. La magnéto-hydrodynamique, c'est qu'en plus vous mettez des fluides qui réagissent au champ magnétique. Donc vous couplez électromagnétisme et mécanique des fluides. Donc ça fait, par exemple, si vous regardez la vidéo qui est là, donc c'est un fluide, c'est un métal liquide, je crois que c'est du gallium celui-là, donc c'est du gallium ou du mercure, et donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un champ magnétique transverse, vous faites passer un courant électrique, et donc ça le fait tourner. Donc, à quoi ça sert à paraître joli? C'est que ça réagit exactement aux mêmes équations que les disques d'accrétion autour des trous noirs. Donc ça permet d'avoir un petit trou noir en laboratoire. Là-bas, le Soleil, du coup, c'est Christophe qui travaille, qui a étudié les champs magnétiques à l'intérieur des étoiles. Donc là, vous avez un petit modèle numérique qui a été fait. En haut, le truc qui avait les lignes dans tous les sens, c'est un modèle de chaos. Donc vous avez, c'est ce genre de modèle qui décrit par exemple les équations de la météo, qui est un système chaotique. Ça veut dire qu'il est extrêmement sensible aux conditions initiales. Et par exemple, là, vous avez un modèle de turbulence, donc l'instabilité de Rayleigh-Bénard, donc c'est une instabilité hydrodynamique. Vous l'avez tous vu, c'est quand on fait cuire des pâtes. Vous imaginez que c'est une casserole, vous chauffez en bas avec la plaque, vous avez l'eau qui refroidit avec de l'air, et si votre différence de température est assez élevée, vous avez des mouvements de convection qui se forment. Donc c'est une instabilité. Donc ça, c'est un modèle numérique, et il y a du coup des gens qui travaillent là-dessus. Bon. On fait la physique non linéaire, je vais essayer d'expliquer ce que c'est la physique non linéaire. Donc il y a plusieurs façons de le définir. Si on prend une propriété fondamentale des systèmes non linéaires, c'est que quand vous prenez un système, vous l'excitez avec une certaine fréquence. S'il est linéaire, il va répondre à la même fréquence. Si vous, par exemple, si vous prenez un système masse ressort, vous le secouez, donc la masse elle va se déplacer à la même fréquence que celle à laquelle vous agitez. Un système non linéaire, quand vous l'excitez à une certaine fréquence, il va répondre à plein d'autres fréquences, qui ne sont pas forcément celles de départ. Un petit exemple pour regarder. Là, c'est une plaque de métal, la vidéo. Donc c'est juste une grosse plaque de métal. Et je vais la secouer. On la secoue. On agite un peu la main. On entend que ça fait du bruit. Donc le bruit, c'est d'autres fréquences qui sont différentes de celles à laquelle j'agite. Donc c'est un petit exemple de système non linéaire. Et donc ce que vous pouvez faire là, par exemple, c'est en bas de la plaque, il y a un vibreur, donc il va agiter la plaque. Et ce que fait Martin du coup sur ce problème-là, c'est qu'il va regarder les ondes qui se propagent dans la plaque et les fréquences qu'elles ont. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir plein d'autres effets, donc par exemple des bifurcations, je vais vous montrer ce que c'est après. Par contre, vous avez des saturations et des seuils, ça c'est caractéristique, vous avez quelque chose qui est non linéaire, parce que l'amplitude n'était pas proportionnelle à ce que vous envoyez. Et vous pouvez avoir du chaos qui apparaît. Un exemple, le pendule. Je pense que vous avez à peu près tous vu un pendule déjà. Donc un pendule, vous avez un pivot, vous l'écartez de sa position initiale et il va osciller. Le pendule que vous avez vu, la seule force qui agit dessus, c'est la gravité. Donc sa position d'équilibre, ça va être la verticale. Ce qui se passe maintenant, c'est que du coup, on peut le faire tourner. On peut faire tourner l'axe. Si on fait tourner l'axe vertical, on va avoir en plus une composante qui va être une force centrifuge. Donc vous avez compétition entre deux forces. Le poids qui va tendre à amener le pendule vers le bas, et la force centrifuge qui va vouloir l'écarter vers l'horizontale. Donc ce que je fais, c'est que là je vous ai filmé. Donc j'ai un pendule, je fais tourner son axe, donc il y a le petit moteur en haut. Donc si le moteur tourne à faible vitesse, le pendule reste à l'horizontale. Puis là j'augmente la vitesse, si on augmente la vitesse, on va avoir une vitesse du moteur à partir de laquelle le pendule va finir par s'écarter. Et c'est assez direct. Donc ce qu'on peut voir, c'est que du coup la position d'équilibre du pendule, donc c'est laquelle l'angle qu'il va avoir, va dépendre de la vitesse de rotation. Ça tourne vite. Donc ce qu'on peut faire, c'est synthétiser du coup les positions d'équilibre sur un petit schéma. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc en ordonnée, j'ai la position d'équilibre. En abscisse, j'ai la vitesse de rotation. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que quand la vitesse de rotation du moteur est assez faible, la position d'équilibre, c'est l'horizontale, donc on reste à θ égale 0. Et puis à partir d'une certaine vitesse, la position d'équilibre va devenir instable, donc on va noter avec des petits pointillés, et la nouvelle position d'équilibre stable, elle va changer en fonction de oméga. Donc on appelle ça une bifurcation de Fourche, parce que c'est la tête des fourches. Donc il y a d'autres modèles de bifurcation, mais ça c'est le plus simple. Ok. Donc les bifurcations, c'est vraiment quelque chose qui est principalement non linéaire.
Ça dépend, c'est une caractéristique des problèmes non linéaires. On peut avoir un autre exemple, par exemple l'accord de Mende. Donc vous avez un vibreur, vous l'attachez de l'autre côté et vous faites vibrer. Vous savez qu'il y a des fréquences pour lesquelles vous allez avoir des ondes stationnaires. Bon, ça ressemble à ça là-bas. Et ce qui se passe, c'est que du coup, elle va osciller à une fréquence qui est comme multiple d'une fréquence qui dépend uniquement des paramètres du système. Et on peut modifier un petit peu l'expérience en tournant le vibreur, pour le mettre dans le sens de la corde. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on a un des paramètres du système qui était constant avant, qui va se mettre à osciller. Donc là, si on met dans ce sens-là, la longueur de la corde, elle va vibrer à une certaine fréquence. Et on peut regarder ce qui se passe. Donc là, on a oscillation, on a 4 ventres. Et si je penche le vibreur, on en a 2. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que du coup, on modifie dans l'étape où il y a 4 ventres, la fréquence de la corde, c'est égal à la fréquence du vibreur. C'est celle à laquelle on se fout. Quand on penche le vibreur, la fréquence de la corde est divisée par 2, parce qu'on a 2 fois moins le mode, et il se trouve que du coup, elle réagit à la moitié de celle du vibreur. Et donc, si la fréquence de la réponse n'est pas égale à la fréquence de ce que j'envoie, c'est un système non linéaire. Donc, vous avez les oscillateurs paramétriques qui sont le modèle type de problème non linéaire. Donc là, je vous ai fait 4 modes, on peut regarder avec. Là, il y en a 6, ça marche aussi. Donc, on fait vibrer, je tourne le vibreur, et la fréquence est divisée par 2. Cette histoire de fréquence divisée par 2, retenez-la, j'en reparle plus tard. Sur d'autres exemples. Ok. Alors là, petit disclaimer, il y a des équations qui arrivent, il ne faut pas avoir peur. Alors, ce qu'on fait dans le labo, c'est beaucoup de mécanique des fluides. Donc, les fluides, ils sont tous décrits par une équation qu'on appelle l'équation de Navier-Stokes, qui est celle-là. Elle peut faire peur. Et bon, si on regarde ce qu'il y a, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est ce qu'on appelle une accélération. Vous multipliez par une masse, une masse pour accélération, vous allez voir que c'est égal à la somme des forces. Donc l'équation de Navier-Stokes, c'est juste un bilan des forces. C'est précisément le methode de la dynamique qu'on applique à un petit bout de fluide. Bon, il y a 2 termes qui apparaissent. Donc, vous avez l'accélération, vous avez un terme là qui est un peu méchant, qui est un terme de convection. Donc c'est ce qui va décrire le fait qu'il y a tout qui tourne. Ce que vous avez vu tout à l'heure quand j'avais les 2 fluides, le chaud et le froid, qui se mettent à se mélanger, c'est décrit par ce terme-là. Et ensuite, les forces qu'il y a, on a les forces de pression. Donc c'est quand le fluide va appuyer sur un côté ou l'autre. Vous avez la dissipation, c'est tous les termes de frottement, c'est là que va être dissipée toute l'énergie. Et après, il y a d'autres forces que vous pouvez rajouter, la gravité, une force centrifuge, tout ce que vous voulez. L'équation en tant que telle, elle est assez compliquée à résoudre, c'est d'ailleurs un problème millénaire. Si vous y arrivez, il y a $1 million, je crois, à gagner. Si ça peut vous motiver. Donc il y a des gens dans ce métier, des mathématiciens, qui essaient de résoudre ça. Mais du coup, ce qu'on fait en physique, c'est on simplifie le problème, on enlève les termes qui nous embêtent. Donc pour faire ça, là, celui qui est embêtant, c'est le terme non linéaire. Donc on va regarder s'il est petit ou grand par rapport aux autres. S'il est tout petit, s'il ne vaut pas grand-chose, on pourra le négliger. Donc, pour mesurer à quel point il est négligeable ou pas, on va le comparer à notre terme. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le terme de convection et on compare au terme de frottement. Et du coup, le rapport des deux, on appelle ça le nombre de Reynolds. Et donc c'est un nombre qui va mesurer à quel point l'écoulement, il y a des tourbillons à l'intérieur. Donc, en simplifié, ça c'est égal à quelque chose qui est la densité du fluide, la vitesse moyenne du fluide, la longueur sur laquelle on a l'écoulement, et ça c'est le coefficient de frottement, le coefficient de dissipation. Bon, du coup, je vous ai montré plusieurs écoulements. Je vous ai mis plusieurs écoulements. Quand le Reynolds est tout petit, ça veut dire que la convection est très faible, donc il y a très peu de mouvement de tourbillon. Donc, si on regarde la vidéo, ce qu'on appelle un écoulement laminaire. Donc on a l'impression que tous les particules vont ensemble dans le sens. Donc ça c'est l'écoulement laminaire avec un très faible Reynolds. Et là par exemple vous avez l'écoulement au-dessus d'une bougie.
Donc par optique, on peut regarder le sens de l'écoulement. Donc là, vous avez une bougie, la flamme, et donc au-dessus, l'air chaud, il va juste s'écouler de façon laminaire. Et puis vous avez un moment où vous avez une transition, ça va devenir turbulent. Donc le Reynolds, au départ, il est tout petit, puis en montant, il devient très grand. Et puis là, par exemple, vous avez des photos. Donc, vous avez un écoulement qui va dans ce sens-là. Vous avez ici un obstacle, donc un cylindre, et vous pouvez voir l'écoulement qui se passe derrière. Donc, à faible Reynolds, ça va tout droit, c'est laminaire. Puis quand vous augmentez le Reynolds, vous allez commencer à avoir des mouvements d'oscillation. Donc, c'est la convection qui augmente. Donc, ça augmente, jusqu'à devenir quelque chose qui est turbulent. Donc, là, ça va dans tous les sens. Vous avez des tourbillons de toutes les tailles, dans toutes les directions. Bon, la turbulence, c'est un problème qui est connu depuis longtemps. Donc, par exemple, vous avez Van Gogh qui a dessiné son tableau, ou De Vinci qui a observé les tourbillons à l'issue d'un écoulement. Bon, ce qui est rigolo, c'est que le tableau de Van Gogh, si vous regardez les tourbillons qu'il y a dans le ciel, ils suivent exactement les lois de la turbulence. Donc si un jour vous étudiez la turbulence, pour voir, il y a des lois fondamentales de la turbulence qui sont respectées par les dessins du tableau. Bon. Tout ça c'est joli, mais à quoi ça sert? Il se trouve qu'en fait on en a dans la vie quotidienne des écoulements, et on en voit tous les jours. Donc la casserole, je vous ai montré. Par exemple, quand vous regardez après la pluie ou après la rosée, si vous regardez une toile d'araignée, vous allez voir l'eau, elle préfère se mettre en petites gouttes plutôt qu'en filet. Donc ça c'est une instabilité qu'on appelle une stabilité de Rayleigh-Plateau. Vous avez la même quand vous prenez la douche. Vous avez à l'issue du pommeau de douche, vous avez les jets d'eau qui sont à peu près linéaires. Et puis après une certaine distance, il commence à faire des gouttes. Ça c'est parce que l'eau préfère faire des sphères plutôt que des cubes. Donc c'est une autre instabilité. Vous avez ici, quand vous mélangez deux fluides, donc vous savez qu'en général le plus dense va en bas, le moins dense en haut. Mais si vous mettez dans l'autre sens, si vous commencez par mettre le moins dense en bas, vous rajoutez le plus dense en haut, là vous avez une instabilité qui ressemble à ça, qui va permettre de mélanger le fluide. C'est l'instabilité de Rayleigh-Taylor. En fait, vous avez même dans la constitution de certaines nébuleuses, où en fait vous avez plusieurs fluides aux densités différentes, et la même instabilité que ce que vous avez dans le verre se passe dans l'espace. Ensuite, vous avez, pour les buveurs de vin, vous avez peut-être déjà vu les lampes du vin. Donc, quand vous avez c'est une compétition entre les effets de surface du liquide, le sucre, l'éthanol qui s'évapore. Et donc, vous pouvez avoir des petites. Vous avez le fluide qui remonte sur les bords et puis qui redescend par gouttes. Donc, ça, c'est aussi une instabilité qui dépend en fait de la quantité d'éthanol qu'il y a dans votre vin. Et puis, une instabilité sur laquelle je travaille un peu plus, c'est l'écoulement biphasique, donc avec deux phases, de l'air et de l'eau. Donc vous avez par exemple le vent qui permet de former des vagues. Donc si le vent est très faible, il n'y a pas de vagues. S'il y a beaucoup de vent, ça commence à faire des vagues. Donc c'est une autre instabilité. Et là pareil, donc, vous avez peut-être la chance, vous verrez peut-être un jour, vous l'avez peut-être déjà vu. Quand vous avez deux bandes d'air dans l'atmosphère qui se superposent, qui ne vont pas à la même vitesse, il faut avoir formation de vagues qui apparaissent au niveau des nuages. Bon, moi je vais vous montrer ce que je fais en thèse du coup. Donc je parlais d'une première expérience que je fais, donc c'est l'écoulement de von Karman, biphasique. Vous allez voir ce que c'est. Donc les écoulements biphasiques, il y en a partout dans la nature, que ce soit la formation des nuages, de la brume, ou l'écume dans les vagues, vous en avez en fait partout. Et de la même manière, si dans ces écoulements biphasiques vous avez des tourbillons, vous pouvez avoir des phénomènes qui se rajoutent. Quand vous avez un tourbillon, vous avez la pression qui diminue à l'intérieur du tourbillon. Et quand vous avez la pression qui diminue, vous pouvez avoir des phénomènes de transition de phase. Donc, si vous avez de l'air humide qui est en tourbillon, si la pression descend assez. Si la pression. On va finir sans micro. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Donc, si la pression diminue assez à l'intérieur du tourbillon, vous allez pouvoir passer de l'état gazeux à l'état liquide pour l'eau. Donc en fait, c'est ce qui se passe. Parfois, vous avez peut-être vu dans les Pyrénées, vous avez l'air qui passe au-dessus de la montagne, il est chargé en humidité. Quand il redescend de l'autre côté de la montagne, la pression augmente. Et donc la variation de pression fait que vous avez des gouttes d'eau qui commencent à nucléer. Donc vous allez avoir apparition de nuages. Donc vous avez peut-être déjà vu ça au niveau des Pyrénées, ça arrive souvent. En fait, c'est un effet de relief qui va entraîner une variation d'altitude de la poche d'air. La variation d'altitude va entraîner une variation de la pression,
Et du coup, comme la pression varie, il faut avoir apparition ou pas de nuages. C'était la figure ici. Donc ici, en fait, vous avez au-dessus de l'océan, vous avez une île. Et après le passage de l'île, vous avez l'air qui commence à osciller de haut en bas. Et vous avez des bandes de nuages qui apparaissent. Bon. Du coup, moi, ce que je fais, c'est du coup, mon expérience, c'est que je fais ça, mais en boîte. Donc j'ai une commande de Von Karman. Donc c'est une cuve, vous avez une photo d'une cuve cylindrique qui fait à peu près cette taille, dans laquelle je mets un mélange d'eau et d'air. Et pour mélanger tout ça, j'ai un moteur de chaque côté. Donc j'ai des gros moteurs ici, donc avec un axe. Et à l'intérieur, j'ai des disques avec plusieurs pales. Et donc je fais tourner les disques pour entraîner le fluide. Donc là, par exemple, j'ai mis un mélange d'eau et d'air. Je fais tourner les moteurs. Et on peut regarder la dynamique, le comportement des bulles dans les poumons. Donc si vous regardez, il y a des bulles qui vont se former, qui vont s'agglutiner, faire des plus grosses bulles, d'autres qui vont éclater. Et donc vous avez une distribution de bulles, vous avez des plus grosses et des plus petites bulles. Et l'idée, c'est de regarder du coup quelles sont les tailles des bulles qui apparaissent, pourquoi, en fonction de quels paramètres. Bon, pour s'amuser, on fait tourner ça plus vite. Là, dans la vidéo, je fais tourner les deux moteurs dans le même sens. Donc je vais avoir, si je vais assez vite, l'eau va être éjectée sur les bords, et je vais avoir un vortex, un tube d'air au milieu. Mais l'expérience d'habitude, elle n'est utilisée pas comme ça. On fait tourner les deux moteurs en sens inverse. Donc, un moteur dans un sens, un moteur dans l'autre. Donc je vous ai dit, quand vous avez un écoulement qui tourne, la pression diminue, donc le fluide est aspiré vers le centre du disque. Comme il est aspiré, il faut qu'il soit éjecté, il est éjecté par les bords. Donc vous avez l'écoulement du disque comme ça, qui crée un écoulement comme ça. Donc pareil de l'autre côté. Et par contre ici, du coup, vous avez un fluide qui tourne dans un sens, un fluide qui tourne dans l'autre sens, ce qui fait que vous avez ce qu'on appelle du cisaillement. Vous allez avoir les deux fluides qui vont en sens inverse, donc ça va faire beaucoup de mélange, et vous allez avoir un écoulement qui est turbulent à l'intérieur. Donc ça, c'est des simulations d'un écoulement turbulent dans cette machine, donc on va tourner juste. Donc ça, c'est en gros, la couleur, ça représente à quel point le fluide tourne. C'est ce qu'on appelle la vorticité. Donc on fait ça à plusieurs valeurs de Reynolds. Donc là, 10 puissance 4, donc on a un écoulement turbulent. Et là, si vous voyez, on voit des fils qu'on appelle les filets de vorticité. Donc ça va être, si vous voulez, ça représente le centre d'un tourbillon. Donc vous avez le fluide qui va tourner autour de ce fil. Et si on augmente le Reynolds, en augmentant la vitesse des moteurs, on voit qu'il y en a de plus en plus. Bon. Moi, ce que je fais plutôt, c'est que je fais tourner les deux moteurs dans le même sens. Donc là, j'allume les moteurs. On voit que du coup, la pression diminue, les bulles sont aspirées par le bord. Et comme on a tout qui tourne dans le même sens, on a ce qu'on appelle un filament de vorticité. Donc toutes les bulles vont se mettre au centre. Enfin, vont commencer par se mettre au centre, selon un petit fil. Donc ça fait un tourbillon. En augmentant la vitesse des moteurs, on a un peu de turbulence. Ça va se mélanger, ça va aller dans tous les sens. Jusqu'à ce que toute l'eau soit éjectée sur les bords par effet centrifuge. Et du coup, les bulles se retrouvent piégées au centre. Quand on attend un petit peu, on va le voir apparaître. Donc là, on commence à le voir. Donc on a un gros vortex, un tube d'air qui est au milieu. C'est un peu une machine à tornade si vous voulez. Ça marche pas pareil, vous faites tourner, ça fait une colonne. Donc voilà, donc là on a un tube qui était à peu près horizontal, un beau cylindre. Et si j'augmente encore la vitesse, on voit qu'il commence à trembler un peu, il se met à danser. Et en fait on va déclencher une instabilité qui va créer la propagation de perturbations à la surface du cylindre. Et du coup, en physique, du coup, en général, le système cherche à minimiser leur énergie. Donc il va prendre une forme qui lui permet de minimiser son énergie. Et donc là, quand vous voyez, c'est une sorte de cylindre écrasé, avec deux ondes qui se propagent sur le bord. Donc ça, c'est l'instabilité que j'essaie d'étudier. Pas forcément facile à voir à l'œil nu, mais vous avez un fluide qui tourne à une vitesse, donc la vitesse des moteurs. Et vous avez les deux ondes qui se propagent à une vitesse plus lentement, qui sont en retard par rapport au moteur, et au moins vite. Donc ça, on se dit que bon, si on mesure la pression dans le tube, ou la force que je mets dans le couple des moteurs, donc la force qu'ils mettent pour tourner à cette vitesse,
on devrait pouvoir voir quelque chose. Donc, ce qui se passe, c'est que je regarde la valeur moyenne de la pression. Je vais mesurer la pression et le couple des moteurs. Donc, chaque courbe, c'est pour une quantité d'air différente dans le tube. Et j'augmente la vitesse dans cette direction. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir d'une certaine vitesse, au départ, la pression est constante, puis elle se met à augmenter avec la vitesse. De la même manière, le couple des moteurs, donc la force qu'ils mettent, elle augmente, et puis au moment où la pression augmente, il y a une chute, ils mettent beaucoup moins d'efforts à faire tourner le fluide. Donc c'est, a priori, il se passe quelque chose. Pour la pression, ça ressemble un peu à la bifurcation de fourche que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez d'abord une position qui est stable, puis vous passez sur un autre régime. Là, c'est un peu le même phénomène. Bon, la question, c'est... là, ça ne nous permet pas vraiment de savoir ce qui se passe dans le système. Pour le savoir, je vous ai dit qu'un système non linéaire, il est caractérisé par les fréquences qu'il y a dans le système. Donc, il faut regarder les fréquences qui apparaissent. Donc, ce qu'on va faire, c'est de l'analyse fréquentielle. Ça, c'est la partie compliquée. Si vous décrochez, tant pis. Vous prendrez sur la suite avec les photos. Alors, comment on fait de l'analyse fréquentielle? Donc, mettons que j'ai un signal créneau, donc un carré avec une certaine fréquence. L'idée, c'est de le décomposer pour savoir quelles fréquences apparaissent à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une somme de je prends des sinusoïdes et je vais les dessiner. Donc là, on peut approximer qu'il y a une sinusoïde là. Donc, c'est la courbe bleue. Donc, du coup, je vais la prendre. Je vais relever son amplitude et sa fréquence. Donc, la fréquence, là, c'est la même que celle du créneau. Et l'amplitude, ça doit être à peu près pareil. Et je vais le reporter sur un graphe. Je vais mettre, en fonction de la fréquence, je vais marquer son amplitude. Bon, là, on a un carré. Si je mets une sinusoïde, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Donc, pour compléter, je vais rajouter d'autres signaux d'autres sinusoïdes. Et avec la somme, il faudrait que ça refasse le créneau. Donc, en fait, je fais pareil. Je rajoute un deuxième de fréquence plus élevée. Je marque l'amplitude, ainsi de suite, jusqu'à le plus possible. Donc, ce qui fait qu'en sortie, je passe d'un signal où j'ai l'amplitude du signal en fonction du temps, et je récupère du coup une amplitude en fonction de la fréquence. Et donc ce graphe-là va me dire quelle fréquence apparaît avec quelle importance dans le signal. Ok. Donc je vous montre un exemple de ce que j'ai eu. Alors, ça c'est un résultat que j'ai. C'est un des signaux que j'ai eu. J'ai fait l'analyse en fréquence. Donc, ce qu'on voit à l'intérieur, c'est qu'on doit chercher d'abord la fréquence du moteur. Si j'excite à une fréquence, on est censé la retrouver. Alors, elle est notée là. Du coup, le pic qu'il y a ici, je l'ai repéré, ça c'est la fréquence du moteur. Vous avez probablement vu, quand il y a une fréquence, il y a aussi ses harmoniques. Il y a le double, le triple, le quadruple, etc. Donc vous avez la fréquence du moteur, vous avez 2 fois la fréquence du moteur, vous avez 4 fois la fréquence du moteur. Le pic à 4 fois la fréquence du moteur, il est aussi élevé parce que sur le moteur, vous avez 4 pales. Donc ça passe 4 fois plus vite. Donc en vrai, j'excite pas vraiment cette fréquence, j'excite surtout à 4 fois la fréquence. Donc là, on peut reconnaître qu'il y a un pic à 50 Hz. Ça, c'est, je suis branché sur le secteur, je dois avoir des problèmes de masse. Et après, vous avez du bruit à haute fréquence. En fait, c'est tous les multiples de tous les harmoniques, de tous les signaux qu'il y a. Donc chaque signal, si vous rajoutez tous les harmoniques, vous commencez à avoir des traits partout, et bon, ça devient un peu compliqué à analyser. Par contre, du coup, tout à l'heure, je vous ai dit, pour un oscillateur paramétrique, un système paramétrique, quand vous excitez à une fréquence, la réponse est la moitié. Ça tombe pile sur ce pic-là. Et en fait, les systèmes non linéaires, si vous regardez les fréquences plus basses qui apparaissent quand vous excitez, que celle à laquelle vous excitez, c'est les fréquences qui peuvent être expliquées uniquement par les phénomènes non linéaires. Donc là, j'ai 2 pics. Je trouve qu'il y en a un qui fait 2. Celui-là, il a 2 fois la fréquence de celui-là. Donc c'est probablement l'harmonique de celui-ci. Et donc ça, c'est probablement la fréquence des vagues qui se propagent à l'extérieur du cylindre. Donc c'est plus faible que la fréquence du moteur. Et il y a son harmonique. Peut-être qu'aussi parce qu'il y a 2 vagues, donc ça passe 2 fois plus vite. Donc quand on regarde les effets non linéaires, on regarde toujours ce qui se passe à basse fréquence. Voilà. Donc je passe par les deuxième expérience que je fais, qu'on est en train une fois de monter, donc elle n'est pas finie, enfin, on est en train de faire les plans encore. Donc c'est une expérience pour faire des ondes de surface en microgravité.
Bon, les ondes de surface, c'est que vous avez une surface, en général de l'eau et de l'air. Vous regardez les ondes qui se propagent à la surface. C'est exactement la même chose qui se passe quand vous regardez les vagues sur la mer, c'est un écoulement de surface, et on regarde les vagues qui se passent. Donc là, si on regarde ce qu'on appelle l'instabilité de Kelvin-Helmholtz, donc c'est que vous avez deux couches d'air qui s'écoulent à des vitesses différentes. Si la différence de vitesse est assez élevée, vous allez avoir le fluide du haut qui va entraîner celui du bas, donc il va vouloir le suivre, il va monter. En échange, l'autre va devoir descendre pour compenser. Et donc ça va faire des rouleaux. Ça ressemble un peu à ce que vous voyez sur la plage. Des fois, vous avez des rouleaux qui arrivent. Ça ressemble un peu. Donc là, sur les nuages, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une couche d'air avec un nuage qui va à une certaine vitesse. Vous avez au-dessus une deuxième couche d'air qui va plus vite. Et donc celle du dessus entraîne celle avec les nuages. Donc vous avez les nuages qui commencent à faire des espèces de vagues. S'il y en a qui ont déjà fait un peu d'astronomie, vous avez peut-être déjà vu Jupiter, où il y avait des bandes de nuages de 10 couleurs différentes, qui se propagent à des vitesses différentes. Et donc entre chaque bande, vous avez exactement la même instabilité qui se produit. C'est pour ça que vous avez des tourbillons un peu dans tous les sens. On le voit bien tout en haut là. On voit vraiment les espèces de vagues. Et donc c'est la différence de vitesse, la différence d'inertie entre deux couches de fluide qui crée les vagues. Donc moi ce que je fais, c'est pour faire ça en laboratoire, je prends une boîte, qui fait cette taille-là à peu près, une dizaine de centimètres, je mets deux fluides, et pour donner des vitesses différentes aux fluides, je vais secouer la boîte. Comme ils ont une masse volumique différente, ils vont avoir une vitesse différente. Donc c'est une expérience qui rentre dans une caisse comme ça, la caisse elle doit faire cette taille. Donc ça c'est une expérience que vous avez un peu pareil dans des sphères. Donc c'est une instabilité qui est contrôlée par la vitesse à laquelle j'agite, et l'amplitude des vagues, elle est limitée, donc c'est une compétition avec la gravité, qui va limiter l'amplitude des vagues. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si on enlève la gravité? L'idée, c'est de regarder ce qui va se passer. Bon, pour enlever la gravité, il y a plusieurs méthodes. Soit vous allez dans l'ISS, dans la station internationale, vous mettez en orbite. Ouais. On peut faire ça sur Terre, soit vous lâchez la manip, vous la mettez en chute libre. Bon, là, vous l'utilisez qu'une fois, par contre. Par contre, une autre possibilité, c'est de faire des vols paraboliques. Donc, vous allez dans un avion. Ça, c'est du coup, c'est un Airbus A310. Donc, ils ont bouché les fenêtres pour ne pas avoir mal de mer. Donc, l'avion, vous le faites décoller. Il va accélérer vers le haut, prendre de l'altitude. Et puis là, vous coupez les moteurs. Donc, il va faire une parabole. Vous avez déjà vu quand vous lancez un objet, quand il y a une chute libre, qu'il y a un accord gravité qui agit, la trajectoire, c'est une parabole. Donc, l'avion va reproduire la même. Donc, vous avez toute une période sur laquelle il n'y a aucune gravité dans l'avion. Vous êtes en chute libre, vous flottez. C'est pour ça que les gens sont attachés. Et donc ça permet de faire des expériences sur une durée de 20 à 30 secondes pendant laquelle il n'y a aucune gravité. Puis ensuite, pour ralentir la chute, donc vous avez à nouveau ce qu'on appelle de l'hypergravité. Vous ressentez 1,8 fois votre poids. Donc là, vous êtes collé au sol. Donc l'idée, c'est de faire l'expérience, la mettre dans l'avion et faire décoller l'avion. Du coup, ce qu'on essaie de faire dans l'équipe, c'est mettre un liquide et un gaz, si possible. Il y a déjà des expériences qui ont été faites avec deux liquides, donc avec deux liquides de densité assez proche, pour regarder ce qui se passe. Je vous montre une vidéo. Alors, donc ce qu'on fait, c'est que du coup, je vais mettre un peu le fond. Donc, il y a un liquide ici, un liquide au-dessus. Au départ, l'interface est à peu près plane. Bon, elle est penchée parce que l'avion n'est pas tout à fait à l'horizontale. Et on agite la boîte. Donc on agite la boîte. Donc, si on agite assez fort, on commence à voir des ondes qui ont une déformation de l'interface. Et comme il n'y a plus de gravité pour limiter l'amplitude des ondes, ben juste à m'agrandir jusqu'à toucher le haut et le bas de la boîte. Okay. Donc vous avez l'amplitude, vous avez l'onde qui va grandir. Comme elle est plus limitée par la gravité, elle va toucher le haut et le bas. En fait, elle va s'arrêter que quand elle ne peut plus grandir. Et donc ça, c'est l'onde en vert, ce que j'ai représenté en vert. Et je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de le remettre. Sur l'interface entre les deux fluides, à un moment, il va commencer à osciller aussi. On voit une deuxième onde qui se propage.
Ça, parce qu'en fait, il y a une deuxième instabilité qui se produit sur la première. Donc vous avez cette fois une interface qui est perpendiculaire à la vibration. Là, il y a du mélange parce qu'ils ont pris des liquides miscibles. Donc ça se mélange un peu. Donc vous avez une deuxième excitation qui se produit sur la première. Et il se trouve que du coup, ça, c'est des vagues qui vont osciller à la moitié de la fréquence à laquelle on agite la boîte. C'est exactement ce qui se passait tout à l'heure avec la corde. Donc c'est une instabilité paramétrique. Donc si on résume un petit peu, en présence de gravité, vous avez une interface qui est plane. Si vous secouez assez vite, vous avez des vagues qui se passent. Et si vous enlevez de la gravité, des vagues elles vont grandir jusqu'à toucher le haut de la boîte. Donc vous avez juste une section de bande. Maintenant, si vous agitez sur une distance assez grande, si vous avez une grande amplitude, ces bandes elles vont commencer à se mettre à osciller elles aussi, à la moitié de la fréquence à laquelle vous agitez. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instabilité de Faraday. Vous avez peut-être déjà vu les figures de Chladni, peut-être. Les figures de Chladni, c'est... Ils font mieux que moi dans la vidéo. Prenez une plaque, vous mettez du sable, et vous faites vibrer la plaque. Vous allez avoir des dessins qui vont se former. Ces dessins ils vont correspondre au mode propre de la boîte. C'est un peu la même chose que quand vous agitez la corde, vous avez des modes propres qui vont être les ventres et les nœuds. Là, la plaque, elle va faire des dessins. Donc les grains de sable, ils vont se mettre là où il y a les nœuds de vibration, donc là où la plaque ne bouge pas, et là où il n'y a pas de grain, c'est là où la plaque a une grande amplitude. Donc vous retrouvez vraiment les nœuds et les ventres que vous avez sur la corde. Et du coup, vous avez un type qui s'appelle Faraday, et il s'est dit qu'est-ce qui se passe si je fais ça sur de l'eau. Donc il a pris de l'eau, il l'a mis sur un miroir, et il a fait secouer. Et ça passe. Et donc il a vu, c'est que quand vous agitiez votre cuve avec un liquide, vous la faites vibrer, il y a des ondes qui vont se propager, vous allez avoir des dessins qui vont se former. Et ces dessins, en fait, ils vont dépendre à la fois de la forme de la cuve, là vous avez la frange, et des paramètres du fluide, la densité, la viscosité, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau, et surtout la fréquence à laquelle vous agitez. Et ces vagues qui se propagent, elles aussi, à la moitié de la fréquence à laquelle vous vibrez. C'est exactement la même instabilité que ce que je vous ai montré là. Si vous avez une interface, vous la faites vibrer, et il y a une onde qui se propage à la moitié de la fréquence. C'est exactement ce qui se passe dans donc une instabilité de Faraday, donc vous avez Rayleigh qui s'est mis en 1883, et en gros depuis les années 1950, il y a énormément de gens qui ont travaillé dessus. Vous avez par exemple un plateau de dessin de gens qui ont travaillé dessus, avec tout un tas d'études différentes. Et donc vous pouvez, ce qu'il y en a qui font, c'est qu'au lieu d'envoyer une seule fréquence, vous envoyez une somme de différentes signaux avec plusieurs fréquences à l'intérieur. Et vous pouvez contrôler les formes de vagues que vous allez faire créer. Je passais sur la troisième et dernière expérience. Pas mal déjà. Là, c'est un peu plus... Jusqu'à maintenant, c'était surtout la mécanique des fluides. Là, on va faire la thermodynamique. Ouais. Donc, on va faire des transitions de phase. Bon. Vous connaissez tous le diagramme d'état de l'eau. Vous avez solide, liquide, vapeur en fonction de la pression et de la température. On peut faire à peu près la même chose avec de l'air humide. Donc, si vous avez de l'air, vous mettez de l'eau dedans. Vous avez la pression de saturation pour l'eau. Si vous êtes en dessous, vous avez de l'air humide. Si vous êtes au-dessus, vous avez de l'air avec des gouttes d'eau, donc du brouillard. Et à température négative, vous avez de la neige ou un brouillard givrant. Donc l'idée, c'est comment on peut passer de ce côté à ce côté. Et il se trouve que si vous faites une compression adiabatique, ça veut dire que vous n'avez pas d'échange de chaleur pendant la compression. Vous pouvez le faire soit en compressant très vite un volume d'air. Vous allez suivre une courbe qui va croiser la courbe de saturation. Donc, ce qu'il y en a qui font, c'est qu'ils prennent un volume d'air, ils compressent d'un coup. Non, pardon, ils détendent d'un coup. La pression diminue et la température aussi. Et il y a du brouillard qui apparaît. Une transformation adiabatique comme ça, les vous avez fait ça ce matin, c'est le son. Les ondes sonores, elles sont adiabatiques.
Donc ça veut dire que si vous envoyez du son, vous allez avoir une succession de surpression et de dépression. Et pendant la dépression, vous devriez être capable de traverser la courbe de saturation. Et donc en théorie de créer des gouttes d'eau. Donc ça c'est une expérience qui est en cours de route. Donc je vais vous montrer ce matin. Si on prend un vibreur, un gros vibreur, il vibre à 22 kHz, donc c'est des ultrasons. C'est la limite de ce qu'on est censé pouvoir entendre. Et il fait une onde qui a en gros du 160 décibels, 140, 160. Ça fait le bruit d'un avion qui décolle en puissance. Bon, on fait une onde stationnaire, toujours comme avec la corde tout à l'heure. On a des nœuds et des ventres pour la pression et la vitesse. Et il se trouve que du coup, à 2 fois la fréquence de l'onde, vous avez une force de pression, de radiation. Donc vous avez une force qui va agir, qui va pousser les molécules sur certaines zones. Donc vous avez les flèches là pour opérer à peu près de pousser que ça va pousser. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre des gouttes d'eau dans l'onde sonore. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, les gouttes d'eau, elles vont se mettre à léviter. Elles sont bloquées sur les modes propres de l'onde acoustique. Donc là, ce qu'on peut faire, ce que j'ai fait ce matin, je l'ai refait ce matin, juste à partir de la photo, on peut déterminer la fréquence du vibreur. Donc on prend la distance entre deux gouttes, c'est une demi-longueur d'onde. Et la longueur d'onde, vous connaissez la vitesse du son, vous en déduisez la fréquence. Donc on est à 22 kHz. On peut mesurer la puissance du vibreur, comme ça aussi. Donc la puissance, ça va être la force qu'il faut mettre pour soulever une goutte. Donc si vous avez le poids de la goutte, il faut mettre la même force dans l'autre sens pour la faire léviter. Et donc de ça, vous calculez la pression, vous en déduisez la puissance du vibreur. Donc on retrouve les 22 kW, les 120 décibels, quelque chose près. Donc là, ce qu'on voit, c'est on voit plusieurs effets en fait dans la vidéo. D'abord, je fais tomber les gouttes là. On voit qu'elles sont projetées vers le haut. Ça, c'est un effet acoustique, c'est quand vous avez une onde, elle va propulser le fluide. Donc vous avez un jet qui va vers le haut. Et ensuite, vous avez une pression de radiation qui va les stabiliser sur les nœuds. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous avez des petites gouttes. Comme elles sont toutes propulsées vers le même point, elles vont rentrer en collision, elles vont coalescer, ça fait des grosses gouttes qui vont grandir, jusqu'à ce que certaines éclatent. Quand elles sont trop grosses, elles vont se mettre à vibrer avec l'onde jusqu'à éclater. Donc, là, ce que j'ai pu faire en thèse jusqu'à maintenant, c'est que quand je mets des gouttes d'eau, je peux mesurer que l'onde les fait bien grossir. Quand vous avez, si vous avez un air saturé à l'humidité avec un peu de brouillard, un peu de gouttes d'eau à l'intérieur, vous pouvez mesurer que les gouttes vont bien grandir quand vous envoyez l'ultrason. Et du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est du coup envoyer l'air humide, où il n'y a pas déjà, qui n'est pas encore saturé, donc la pression inférieure à la pression de saturation, et envoyer l'air humide, et du coup, dans la pression de l'ultrason, essayer de faire des gouttes d'eau. Ça, c'est un peu un travail. Et la manip ressemble à ça. C'est des manips sur la table. Donc là, ce qu'on voit, c'est dans le vibreur à l'intérieur de la cuve grise, et sous le côté, on a des lasers pour mesurer la taille des gouttes. On peut mesurer des gouttes jusqu'à quelques micromètres. J'ai fini tout prévu pour parvenir sur ce que vous voulez. Voilà les vidéos, du coup, vous avez peut-être déjà vu ceux qui filment, vous avez peut-être déjà amusé à faire des ronds de fumée. Bah, sachez que l'Etna il fait pareil quand il y a une éruption. L'Etna il fait des ronds de fumée. Je pense qu'on va profiter du coup pour venir si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Alors, une question naïve. Ouais. Sur la dernière expérience, l'onde sonore elle est mise par-dessous, c'est ça, ou elle est sur le côté, enfin, je sais pas, Pardon, c'est ce truc qui vibre. L'onde sonore elle est mise par là, elle est réfléchie sur le dessus, sur la plaque qui est au-dessus, et donc ça fait une onde stationnaire. Ok. Et elle est tubulaire en fait, l'onde, une fois qu'elle a tapé sur le haut, Elle rebondit vers le bas. elle rebondit verticalement, il n'y a pas de dispersion latérale. Alors en fait, justement, la forme du pavillon, la forme du vibreur fait que ça va garder la même direction. D'accord. Il y a quand même un petit peu de réflexion chez la plaque du dessus et pas tout à fait horizontale. Ça part un peu sur les côtés parce qu'il y a tout qui vibre, mais la majeure partie de l'onde reste dans le tube.
questions? Est-ce que vous avez des questions? Du coup, j'ai une autre question. Au niveau des moteurs d'avion, il y a une entrée, une sortie, et jusqu'à présent, l'entrée était parfaitement laminaire. Enfin, en tout cas, c'était vraiment laminaire, notamment, enfin, je crois qu'il y a des pales en entrée. Ouais. Tu as un réacteur en sortie, les pales servent, je pense, à gérer l'air, je ne connais pas grand-chose, et à refroidir également le moteur. Est-ce que tes travaux-là, est-ce qu'ils ont un intérêt pour l'évolution des moteurs et pour l'aéronautique? Est-ce qu'il y a un intérêt industriel directement exploitable pour faire évoluer les moteurs, par exemple? Le mien, pas forcément. Parce que ce que je fais pas forcément pour les moteurs, c'est plus du coup la physique un peu des nuages. Mais du coup, oui, tu peux regarder les écoulements dans les turbines, regarder la forme des pales pour maximiser les échanges de chaleur, pour regarder à quel point l'écoulement en sortie du moteur est turbulent. Il y a des gens qui font ça. Mais le mien, c'est pas une application directe. Moi, c'est plus un problème, c'est pas vraiment appliqué directement à l'industrie. J'ai plus une visée fondamentale pour comprendre les phénomènes. Et est-ce que les recherches produites pour, typiquement, donc je reste sur ce modèle du moteur, sur ces moteurs-là, est-ce qu'il y a une interaction avec tes recherches à toi? Est-ce que les recherches industrielles nourrissent tes recherches? Et est-ce que tes recherches nourrissent également celles du monde industriel? Alors, moi, quand on fait de la recherche, on fait vachement de bio. Donc, on lit plein d'articles, que ce soit des articles fondamentaux ou appliqués. Et pour cette manie de condensation par les ultrasons, j'ai vachement regardé ce qui se passait dans certaines turbines, dans les tuyères de Laval par exemple, donc dans des tuyères comme dans les tuyères des fusées. Vous avez pour avoir du gaz et du liquide, et du coup la compétition entre les deux, pour avoir, par exemple en sortie des fusées, pour avoir vous avez la fumée qui se produit. Donc ça peut détendre la forme de la tuyère, vous avez des variations de pression, des variations de... on a l'équipement avec plusieurs phases en fait dans les turbines. Donc on regarde un peu ce qui se passe. Ça n'interagit pas directement entre les deux, mais on peut s'inspirer pour regarder comment les gens font pour améliorer ce que nous on fait. N'hésitez pas, hein. Ça, je suis là pour ça. Jusqu'à 17h. Peut-être des questions sur... Vous êtes beaucoup de terminal là? C'est la clé mondiale. Il y a des questions. Ouais, des questions, ouais. Moi, c'est une question. Comment à chaque fois vous déterminez les conditions des expériences? Qu'est-ce qui amène en fait à l'expérience? Est-ce que c'est vraiment on part de la recherche et on se pose une question, on amène du coup la démarche expérimentale, ou ça se fait des fois dans le sens qui... Ça va un peu dans les deux sens. Des fois, tu te poses une question, donc tu te dis j'aimerais réfléchir à ce problème-là, comment je vais faire? Et des fois, en réfléchissant à la question, tu poses d'autres questions qui vont peut-être devenir ce que tu vas chercher en fait. Quand tu as une question, tu te poses une question générale, tu regardes, tu as des sous-questions qui apparaissent, et parfois c'est sur celle-là que tu te concentres pour répondre à la question globale. Et après, comment on construit la manip? Donc là, il faut réfléchir à les problèmes, la taille qu'elle va faire, le poids qu'elle va faire, ce qu'on met dedans, quel fluide on va utiliser. Pour ça, pour dimensionner une expérience, on va utiliser des trucs, des nombres sans dimension. Par exemple le nombre de Reynolds. Mettons que tu veux étudier un problème dans la nature qui a une certaine vitesse, une certaine taille. Parce que bon, ça si ça fait des kilomètres, tu ne peux pas vraiment le faire dans le labo. Mais l'écoulement, du coup, comme il est contrôlé par le nombre de Reynolds, si tu arrives à voir la même chose qu'avec le même nombre de Reynolds, en diminuant la taille, tu peux observer le même phénomène. Donc, si tu réduis vachement la taille mais que tu augmentes la vitesse, tu compenses. Et du coup, tu peux avoir le même écoulement en plus petit qui fonctionne pareil, mais en version laboratoire. Par exemple, si tu veux un truc qui est 10 fois plus petit, tu augmentes la vitesse par 10. Ou tu divises la viscosité par 10 aussi. Donc en général, il n'y en a pas qu'un. Quand tu réfléchis à une expérience, des fois tu en as 2 ou 3. Donc il faut regarder les 3. Comment tu fais varier la taille de ton système pour avoir le même phénomène à la fin.
revendre aux gens, c'était un rapport avec l'écoulement qu'étudiait un cycliste qui essayait de faire des équipements en fonction pour pouvoir utiliser les déplacements de l'air pour éviter de perdre de l'énergie sur la course. C'est ça. En gros, derrière un avion ou derrière un cycliste, donc c'est un obstacle. Donc dans le référentiel du cycliste, c'est comme si l'air venait sur lui. Donc tu as l'air. Si le cycliste ne va pas très vite, donc quelque chose qui va à peu près laminaire, mais quand le cycliste va assez vite, tu as des mouvements turbulents qui sont derrière le cycliste, et quand tu pédales à l'intérieur, tu as plus de mal à avancer. Donc c'est pour ça que, comme ça que tu regardes la distance à laquelle tu te mets derrière le cycliste qui est derrière. De quel côté tu te mets. C'est pour ça que derrière un avion, tu ne peux pas faire décoller un deuxième avion. Parce que comme tu as des tourbillons, tu as la pression qui diminue. Si la pression diminue, l'avion il tourne. Donc tu es obligé d'attendre que l'écoulement se calme pour faire décoller un deuxième avion derrière. Pour les cyclistes, j'imagine que c'est un peu la même idée. Sauf que si la pression diminue, il va avoir moins de mal à avancer, donc je pense qu'il peut suivre. Et du coup, sur la forme du casque, la forme du vélo, la position qu'il a, tu peux réduire la taille de l'obstacle et donc réduire la turbulence qu'il a. Parce que du coup, si tu as réduit la taille de l'obstacle, tu réduis le nombre de Reynolds, et donc c'est moins turbulent. Ouais. Une question complètement naïve. Le nombre de Reynolds, il caractérise complètement un écoulement. Je comprends que par exemple en étant plus rapide et sur des distances plus courtes, on a la même constante, mais est-ce que physiquement c'est la même classe d'écoulement? Il y a d'autres nombres qui interviennent. Par exemple, le nombre de Mach, qui compare ta vitesse à celle du son. Tu as le nombre de bondes, donc il va mesurer les niveaux de courbure des interfaces. Et en fait, tu as plusieurs paramètres. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu prends ton équation générale, tu fais apparaître les paramètres dedans, et tu peux négliger ou pas certains termes selon la valeur de tes paramètres sans dimension. Donc en général, il n'y en a pas qu'un. Mais tu as des problèmes où quand il y en a qu'un qui apparaît, c'est facile de faire une conversion. Mais des fois, tu en as deux, il faut compenser les paramètres entre eux. Ouais. Oui. Si tu vas très lentement, mais qu'il est... Attends, je n'entends pas. Vraiment très loin. Si tu vas très loin. Vraiment très loin. Une fréquence très grande. C'est quoi Non, je pense que par rapport à l'image de droite, par exemple, au départ, c'est... tu veux dire pour la bougie, par exemple? Je vois que dans les images qui sont en bas à droite, plus on avance, plus ça empire, plus c'est turbulent. Donc est-ce que même avec un petit nombre, ça va empirer aussi? Ça peut le faire peut-être sur une très grande distance, ça peut apparaître. Quoi. J'imagine que ça peut apparaître sur des grandes distances. Après, si tu as un Reynolds assez faible, la distance sur laquelle ça apparaît, bon, tu l'atteins jamais. Quoi. Ouais. J'avais une question plutôt par rapport au sujet de la thèse. Ouais. C'est comment est-ce qu'on en vient à bosser là-dessus? Parce que c'est pas quelque chose qui parle de recommande des mortels, quoi. Comment est-ce qu'on finit à travailler là-dessus? Je veux dire, c'est pas compliqué, quoi. Alors, le choix d'une thèse, il y a plusieurs façons de trouver une thèse. Je pense que la meilleure, c'est de trouver une équipe avec laquelle tu t'entends bien, avec qui tu vas passer du bon temps. Parce que tu peux avoir, moi au départ, je cherchais une thèse sur les trous morts, parce que j'avais fait ça en cours, j'aimais bien ça. Mais je trouvais que ça allait être compliqué de faire la thèse là-dessus. Du coup, c'est pendant que j'ai passé la grecque, j'avais un prof que j'aimais bien, on a discuté ensemble. Il m'a dit qu'il avait plusieurs sujets à proposer, c'est comme ça que j'en suis venu à travailler là-dessus. Une thèse, je pense qu'il ne faut pas forcément la choisir par rapport au thème, il faut aussi la choisir par rapport aux gens avec qui vous allez la faire. Vous allez passer 3 ou 4 ans avec eux, au minimum. Donc il faut être des gens avec qui vous savez que vous allez bien vous entendre. Et après, des fois, ils ont des sujets un peu farfelus à proposer. Mais quand c'est des chercheurs, ça fait des années qu'ils bossent là-dessus, ils ont forcément des sujets que les gens ne savent pas trop ce que c'est. Bah, les lycéens, là, vous avez Parcoursup peut-être bientôt. C'est maintenant? Vous
vous savez à peu près tout ce que vous voulez faire ou pas? Non. Ça n'a pas l'air. Ouais. Alors, du coup, j'ai une question par rapport à ce qui vient d'être posé par l'élève ou l'étudiant. Vous êtes combien à travailler sur, non pas sur ton sujet parce qu'il est unique, mais sur quelque chose qui s'y rapproche? Est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a une communauté autour de ce thème-là et combien vous êtes? C'est une idée? Alors, la manip sur l'ultrason, je pense qu'on est vraiment pas nombreux. J'ai trouvé assez peu d'articles là-dessus. Sur la machine avec Von Karman, là, il y a des dizaines de personnes qui travaillent là-dessus. C'est un écoulement qui est connu depuis super longtemps. Le fait de mettre le fluide à l'intérieur, ça c'est plutôt récent. Mais le Von Karman en lui-même, il y a énormément de gens qui ont travaillé là-dessus. Donc ça dépend. Et le fait qu'il y a tout le monde qui a travaillé dessus presque, hein. Il y en a d'autres où c'est le plus restreint. Par exemple, là sur cet écoulement-là, donc là il y a un doctorant dans mon équipe qui travaille dessus. Donc il a, là je le dis c'est comme une bouilloire. Donc il a une autre quantité qui va, comme le nombre de Reynolds, qui s'appelle le nombre de relais, qui va en gros mesurer la différence, qui va prendre en compte la différence de température. Donc vous, si vous faites une bouilloire, vous avez un truc de cette taille. Lui, c'est avec la même chose, mais il fait 1 mètre de haut. Et autant de diamètre. Donc il y a une grosse bouilloire. Donc lui, ce qu'il fait, ce qu'il a d'unique sur son sujet, c'est qu'il fait un truc aussi gros. Mais par contre, des gens qui ont travaillé dessus, ça existe depuis des années et des années. C'est aussi, quand vous faites de l'hydrodynamique, c'est un des sujets sur lesquels vous êtes forcément passé dessus en cours, ou vous connaissez forcément le truc. Bon, les gens qui ont travaillé dessus, il y en a. Qui travaillent toujours dessus, il y en a un peu moins. Mais sur un sujet particulier, il y a en général pas que 2 ou 3 personnes qui travaillent dessus. Bon, ben, on va te remercier, Baptiste, et les étudiants doivent repartir en cours. Donc,